Bonjour tout le monde. Donc, l'intitulé de notre cours portera sur les luxations traumatiques de la hanche. Donc, vous le savez, comme toute articulation, la hanche peut faire l'objet d'une luxation qu'on appelle communément le déboîtement. Donc, en ce qui concerne la hanche, il y a certaines particularités. En ce qui concerne le plan de la question, donc on commencera par une définition. Donc définir c'est quoi une luxation traumatique de la hanche. Quels sont les points forts de la question, c'est-à-dire l'intérêt de la question. Un rappel anatomique qui va nous permettre de comprendre ce qui va suivre. L'anatomopathologique, c'est le cœur de la question. Donc on va voir toutes les lésions qui peuvent survenir, leur description radiologique, les lésions associées, comment faire le diagnostic donc qui est d'abord un diagnostic clinique, et puis comment on va évoluer cette lésion à court, moyen et long terme. Et enfin, on terminera par la conduite à tenir ou la prise en charge thérapeutique. Et en tout dernier, une petite conclusion. Donc, qu'est-ce que c'est que la luxation traumatique de la hanche? La luxation traumatique de la hanche se définit par un déplacement permanent de la tête fémorale en dehors de la cavité acétabulaire. Donc, comme toutes les définitions des luxations articulaires, il s'agit d'un déplacement permanent des deux surfaces articulaires, à la différence des entorses qui sont des déplacements transitoires. Pour la hanche, ce déboîtement ou ce déplacement permanent de la tête fémorale en dehors du cotyle ou de la cavité acétabulaire fait pratiquement toujours suite à un traumatisme violent. Et donc, en plus, il survient sur une hanche en attitude propice. C'est une lésion qui est fréquente ou qui est fréquemment retrouvée lors des accidents de la voie publique. C'est-à-dire que lorsqu'on a une luxation de la hanche, elle survient dans presque les 2 tiers des cas à la suite d'un accident de la circulation, un accident de la voie publique. Elle survient d'une manière prépondérante chez le sujet de sexe masculin. Le diagnostic est aisé. Il est d'abord clinique et ensuite radiologique. La gravité immédiate de cette lésion n'est pas à la lésion elle-même, mais surtout à l'association lésionnelle du fait de la violence du traumatisme. Et donc, on peut être en face le plus souvent d'un polytraumatisé. Le traitement doit se faire en urgence et la première attitude thérapeutique à adopter, c'est la réduction de la luxation. Le pronostic est dominé à long terme par 2 complications qui sont graves et imprévisibles, donc l'ostéonécrose de la tête fémorale et sa corollaire, la coxarthrose post-traumatique. Donc, en ce qui concerne le rappel anatomique, on peut dire que la hanche est une énarthrose extrêmement stable, donc à l'opposé de l'articulation scapulo-humérale, qui est une articulation très mobile, c'est l'articulation la plus mobile, on va dire, de l'organisme, mais qui est en parallèle très instable. La conformation acétabulaire augmentée par le labrum c'est ce fibrocartilage qui permet d'augmenter la contenance de la cavité cotyloïdienne et qui permet aussi d'avoir une espèce de ventouse sur la tête fémorale pour la retenir au fond du cotyle, avec aussi le ligament rond. Donc la conformation acétabulaire augmentée par le labrum explique une stabilisation osseuse primaire reliée par une solide capsule. Ainsi, au moins 50% de la tête fémorale sont couvertes. Donc, 50% de la tête fémorale sont couvertes, quelle que soit la position de l'articulation. Donc, quelles sont ces surfaces articulaires? On a l'acétabulum, c'est le cotyle. Les surfaces articulaires, ce sont les pièces osseuses recouvertes de cartilage articulaire. Donc, on a l'acétabulum ou le cotyle, le labrum, et puis la tête
fémorale. Les moyens de fixité de la hanche, donc ce sont ces espèces de ligaments. Donc, comme vous le savez, les ligaments, c'est des éléments fibreux ou fibrocartilagineux parfois, ou fibroligamentaires qui permettent l'union entre deux pièces osseuses. Et on va les retrouver le plus souvent au niveau des articulations. Donc au niveau de la hanche, il en existe plusieurs. On a le ligament iliofémoral de Bertin, le ligament pubofémoral, ischiofémoral, le ligament rond au fond du côtile. Donc, voilà, sur une vue antérieure de la hanche, on peut voir ces différents ligaments iliofémoral ou le ligament en Y de Bigelow, hein, d'accord, le ligament pubofémoral, d'accord, ici, et en plus des différents éléments osseux qu'on peut voir sur une vue antérieure de la hanche. En postérieur, on a le ligament iliofémoral, le ligament ischiofémoral, d'accord, avec les différents repères et les différents repères osseux au niveau de la hanche postérieure. Et puis, on a ce ligament rond qui porte en son sein l'artère du ligament rond qui permet aussi de retenir la tête fémorale, hein, au fond du côtile. Donc, autant d'éléments qui rendent cette articulation très stable et qui rend aussi très difficile de faire sortir la tête fémorale en dehors de la cavité acétabulaire, ce qui fait qu'il faut un traumatisme à haute énergie pour engendrer une luxation de la hanche. Donc, quelques éléments de la radioanatomie qu'on peut voir sur une radiographie de face et de profil de la hanche. Donc, on a ici le grand trochanter, le petit trochanter, la ligne intertrochantérienne entre elles, la fossette digitale, le col du fémur, la tête fémorale à ce niveau, en 12, la tuberosité ischiatique, le trou obturateur, la branche iliopubienne, d'accord. En 1, l'épiniliaque postéro-inférieur, en 3, l'épiniliaque antéro-inférieur, l'ossiliaque, d'accord, et la même chose pour une radiographie de la hanche de profil. Un élément très important à connaître dans ce chapitre, c'est la vascularisation épiphysaire, parce que c'est à la suite de la lésion de cette vascularisation qu'on aura les complications déjà décrites, à savoir en particulier l'ostéonécrose de la tête fémorale. Donc la vascularisation épiphysaire de la tête fémorale vient principalement des artères circonflexes. Donc les artères qui nourrissent la tête fémorale s'appellent des artères circonflexes. Et en particulier, donc il y en a plusieurs, en particulier ceux qui siègent en médial, c'est-à-dire les artères circonflexes médiales, qui sont des branches de l'artère fémorale ou l'artère qu'on appelait avant l'artère fémorale profonde. Et puis, on a l'artère du ligament rond, qui irrigue également la zone périfovéale de la tête fémorale, qui a un rôle accessoire et donc qui est une branche de l'artère obturatrice. Donc c'est une vascularisation qui est de type terminal, c'est-à-dire il n'y a pas une suppléance en aval de cette vascularisation. Donc on a le pédicule supérieur qui irrigue les 3/4 supérieurs de la tête fémorale, qui est le pédicule principal, le pédicule inférieur qui irrigue le 1/4 inférieur et externe de la tête fémorale et l'éperon de Merkel, et puis le pédicule interne, c'est-à-dire le pédicule c'est l'artère du ligament rond qui irrigue la zone fovéale. Donc sur une vue schématique, on peut voir ici ces artères circonflexes antérieures et postérieures qui sont issues de l'artère fémorale profonde ou l'artère fémorale, donc qui chemine à travers la capsule. Donc vous imaginez, toute déchirure capsulaire peut entraîner une interruption vasculaire en antérieur ou bien en postérieur. Et puis,
on voit aussi la proximité en postérieur de l'articulation de la hanche avec le nerf grand sciatique, et donc tout déplacement de la tête fémorale en arrière peut léser ou, on va dire, comprimer parfois, mais souvent c'est l'élongation de ce nerf qui peut entraîner des lésions neurologiques. Et en avant, donc, vous voyez la proximité de l'articulation avec le nerf fémoral. Là aussi, c'est une vue schématique du nerf grand sciatique en postérieur. Donc, sur le plan de la physiologie articulaire de la hanche, donc, la hanche permet 3 secteurs de mobilité. Donc, sur le plan sagittal, flexion-extension, donc 120, minimum 120 jusqu'à 140, donc en fonction de la corpulence du sujet. 120 de flexion, 20 d'extension minimum. Sur le plan frontal, abduction, adduction. Abduction, c'est le fait d'écarter la jambe du plan de l'axe. Et l'adduction, c'est le fait de rapprocher la jambe ou le membre inférieur du plan de l'axe du corps. Donc 45-35. Sur le plan horizontal, c'est les rotations internes et externes, 15-35 degrés. Et puis, on a un dernier mouvement, c'est la combinaison de ces 3 mouvements qu'on appelle la circonduction. Donc, soit combinaison de flexion, abduction, rotation externe, ou la combinaison de flexion, adduction, rotation interne. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour que cette hanche se luxe, donc, il va falloir certaines conditions qui sont générées par certaines situations. Donc, la stabilité inhérente à cette articulation explique la nécessité de 3 conditions pour qu'une hanche se luxe. Premièrement, le choc violent. Deuxièmement, un col fémoral solide. Donc, un choc violent parce que la hanche est une articulation qui est très stable. Un col fémoral solide parce que sur une hanche ou sur un col qui est fragile, ostéoporotique par exemple chez le sujet âgé, cela va entraîner beaucoup plus une fracture du col du fémur qu'une luxation de la hanche. Donc, vous imaginez pourquoi c'est une lésion qui survient particulièrement chez le sujet jeune parce qu'il a un squelette qui est solide. Et puis, une attitude particulière du membre qui va favoriser la sortie de la tête fémorale en dehors de la cavité acétabulaire. Donc, cette action inhérente agit au niveau va agir à 3 niveaux. Donc, le traumatisme va agir à 3 niveaux. La face antérieure du genou, donc, par exemple, un passager assis à côté du chauffeur ou un passager qui conduit, donc le traumatisme va agir au niveau de la face antérieure du genou. Par exemple, il va percuter son genou contre le tableau de bord et la tête fémorale va sortir en arrière. Donc, ce qu'on appelle le mécanisme du tableau de bord qui est le plus souvent retrouvé. Deuxièmement, la plante du pied, genou en extension. Donc, par exemple, une chute d'une hauteur élevée, donc la réception se fait sur la plante des pieds et la tête fémorale aura tendance à sortir en avant. Et exceptionnellement, un choc direct sur la hanche au niveau du grand trochanter. Donc voilà la classification de Bigelow, qui est une classification donc, qui permet une orientation topographique de la luxation de la tête fémorale. Donc, on a les luxations régulières et les luxations irrégulières. Les luxations régulières, c'est par rapport à la conservation du ligament de Bigelow, du ligament de Bertin, pardon. Le ligament du Bertin. Donc, lorsqu'on a un ligament de Bertin qui est conservé, qui n'est pas rompu, on parle de luxation régulière. Et puis, lorsqu'il est rompu, c'est des luxations irrégulières, c'est-à-dire que la topographie de la luxation n'est pas systématisée. Donc, dans ces luxations régulières, on a les luxations postérieures et les luxations antérieures. Les luxations postérieures, c'est-à-dire que la tête fémorale sort en dehors de la cavité acétabulaire en arrière. Les luxations antérieures, lorsqu'elle sort en avant. D'accord ? Et dans ces luxations postérieures qui sont plus fréquentes à raison de 75% des cas, on a 2 variétés. Une variété haute, iliaque, et une variété basse, ischéatique. Dans les luxations antérieures, également, on a 2 variétés, haute, qu'on appelle obturatrice, vous voyez, ici, et basse, pubienne.
Donc voilà un petit peu la topographie des luxations sur une vue schématique. D'accord? Donc ici, c'est en avant, là, c'est en arrière, en haut, c'est en haut, supérieur, et ici, inférieur. Donc les luxations antérieures pubiennes, antérieures obturatrices, postérieures iliaques et postérieures ischiatiques. Donc la classification de Levin, qui est une classification à visée pronostique, donc qui classe ces lésions en 5 types. Donc le type 1, c'est une luxation pure sans instabilité avec réduction concentrique. Donc la luxation, elle est pure, il n'y a pas de fracture associée, il n'y a pas de lésion associée locorégionale. Et on a pu réduire sans aucun problème. Type 2, c'est une luxation qui est irréductible. Mais l'irréductibilité n'est pas due à une fracture de la tête ou de l'acétabulum. Type 3, c'est une hanche instable après réduction ou bien il y a une incarcération. C'est-à-dire qu'on a pu réduire, mais cette réduction n'est pas stable. La tête fémorale ressort de son cotyle ou du cotyle au moindre mouvement. Ou bien il y a quelque chose qui, à l'intérieur du cotyle, c'est-à-dire une incarcération qui rend cette réduction instable. Le type 4, c'est une luxation de la hanche associée à une fracture du cotyle ou de l'acétabulum. Le type 5, c'est une association, c'est une luxation de la hanche associée à une fracture de la tête ou du cotyle, ou du col du fémur. Pardon. Donc, on a parlé de la lésion principale, qui est la luxation de la hanche, mais parfois, cette luxation de la hanche n'est pas isolée, et donc comme tout traumatisme, souvent, il n'est pas isolé, il y a association à d'autres lésions, et donc dans ce cas, on va parler des lésions des parties molles, à savoir capsulaires ou bien musculaires, qui sont souvent, pratiquement constamment associées à la luxation de la hanche. Donc ces lésions musculaires qui sont source d'hématomes, vous savez que lorsque le muscle saigne, ça entraîne un saignement, et donc cet hématome, il peut s'ossifier et donner des ostéomes, donc et ça peut entraîner un enraidissement articulaire lorsque la lésion musculaire siège au niveau d'une articulation. On peut avoir ici une rupture, élongation ou compression, voire une thrombose des vaisseaux métaphysaires. Les vaisseaux métaphysaires, ce sont ces fameux vaisseaux nourriciers de la tête fémorale circonflexe, et donc s'ils sont thrombosés ou s'ils sont rompus, donc vous imaginez que l'évolution se fera inévitablement vers l'ostéonécrose de la tête fémorale. Lorsqu'ils sont comprimés, on peut espérer un retour de la vascularisation épiphysaire si le patient est pris en charge rapidement. Deuxième type de lésion, les lésions associées articulaires, c'est-à-dire qui peuvent toucher ou bien le cotyle, comme ici, donc une luxation de la tête fémorale, associée à une fracture de la paroi postérieure du cotyle. Et cette lésion nécessite souvent une ostéosynthèse, donc une réduction et une stabilisation de cette fracture par un matériel d'ostéosynthèse, une vis, deux vis ou bien une plaque, pour qu'on ait une réduction stable, pour que la hanche ne se reluxe pas. Deuxième type de lésion articulaire, c'est la fracture de la tête fémorale. Donc, vous voyez, lorsque la tête fémorale sort en dehors de la cavité acétabulaire, se luxe en arrière, elle peut percuter le cotyle, et au lieu qu'elle fracture le cotyle, elle va se fracturer elle-même. Donc, on aura une association, une fracture de la tête fémorale. Donc, vous voyez ici, sur des coupes scanographiques, d'accord, la tête fémorale qui est luxée en arrière, et elle a laissé un fragment de la tête fémorale à l'intérieur du cotyle. Donc, sur la base de cette lésion, on a la classification de Pepkin qui classe les fractures de la tête fémorale qui sont toujours associées à une luxation de la hanche par rapport à l'importance des dégâts qui peuvent survenir. Donc, c'est pour ça qu'on a 4 types. Donc, le type 1, donc on a toujours une luxation postérieure de la hanche associée à une fracture parcellaire de la tête fémorale.
Type 2, une luxation postérieure de la hanche associée à une fracture à gros fragments qui dépasse le 1/3 de la circonférence de la tête. Le type 3, c'est une fracture parcellaire de la tête fémorale associée à une fracture du col du fémur. Et le type 4, c'est une fracture de la tête fémorale associée, donc en plus de la luxation de la hanche, fracture de la tête fémorale associée à une fracture du cotyle. Les autres lésions associées qu'on peut avoir dans le cadre de cette lésion, donc en plus du polytraumatisme, on a les fractures du col du fémur qui peut être fracturée lors des traumatismes du tableau de bord, fracture de la rotule, parce que le traumatisme survient sur la face antérieure du genou, la fracture du fémur, rupture ligamentaire, en particulier les ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Cette lésion passe souvent inaperçue devant ce contexte de polytraumatisme ou de contexte de luxation de la hanche. Et puis, l'atteinte du nerf sciatique qui survient quand même dans 10% des cas, soit par compression diarrhée du nerf sciatique par la tête fémorale. Et donc, elle va provoquer une paralysie sciatique, poplité externe ou poplité interne, ou une paralysie totale. Donc, et ces paralysés récupèrent le plus souvent donc après réduction. Ici, c'est toujours luxation de la tête fémorale associée à une fracture de la paroi postérieure du cotyle, luxation de la tête fémorale associée à une fracture de la tête fémorale. Là, sur une coupe scanographique également, une luxation postérieure de la tête avec une fracture qui n'était pas visible sur la radio au niveau du cotyle. Donc, les lésions associées artérielles, donc c'est les gros troncs artériels sont exceptionnels, donc en dehors de la compression des vaisseaux fémoraux en cas de luxation antérieure, et donc ce qui conforte l'urgence de la réduction. Les lésions nerveuses, donc on en a parlé, on peut avoir une lésion du nerf sciatique ou bien ischiotique dans les luxations postérieures et une lésion du nerf fémoral dans les luxations antérieures. Alors le diagnostic, tout d'abord, des circonstances traumatiques violentes doivent, de principe violentes, ça veut dire accident de la voie publique, accident de la circulation, chute d'une hauteur élevée lors d'un accident de travail ou bien lors d'une tentative de suicide. Donc, toutes ces circonstances traumatiques doivent faire rechercher systématiquement une luxation de la hanche. Donc, soit que c'est la douleur et l'impotence fonctionnelle qui permettent d'orienter le diagnostic, soit que le patient ou bien le blessé est inconscient et seule la recherche systématique, c'est-à-dire à travers une radiographie du bassin de face, qui permet de poser le diagnostic. Alors, l'interrogatoire permet de préciser les circonstances de l'accident, l'heure de l'accident, les circonstances. Il s'agit d'un accident de la voie publique, d'un accident de la circulation, d'une tentative de suicide. Donc on doit rechercher les antécédents psychiatriques, les antécédents de prise médicamenteuse, parce que des fois le patient est inconscient du fait de l'intoxication médicamenteuse et non pas du traumatisme. L'heure de survenue de l'accident qui est très important à noter car cela permettra de juger de l'urgence, sachant que c'est une lésion qui doit être traitée avant la 6e heure. Les renseignements concernant le traumatisé, à savoir l'âge, les antécédents, donc la douleur, l'impotence fonctionnelle s'il est conscient, d'accord. Et puis vient l'examen clinique proprement dit. Donc les signes, c'est-à-dire rechercher ces signes de luxation. Donc l'inspection, à elle seule, permet de faire moins le diagnostic à 90% des cas en retrouvant premièrement une déformation particulière et elle permet aussi de retrouver une limitation de la mobilité articulaire de la hanche à la palpation. Donc cette déformation est particulière et elle est caractéristique de chaque type de luxation. Donc lorsqu'on a une luxation postérieure, d'accord, ici, la hanche se luxe en arrière, on peut avoir deux types de déformations. Donc, on a la déformation principale qui est l'adduction, A2D, adduction, rotation interne. Le membre se met en adduction, rotation interne. Il est en extension lorsque là, c'est une luxation postérieure haute, d'accord, et il est en flexion
lorsque la luxation est postérieure basse. Lorsque la luxation siège en avant, d'accord, le membre se met en abduction, ABD, abduction, rotation externe. Le membre se met en extension dans les luxations hautes et se met en flexion dans les luxations basses. Donc, je reprends. Dans les luxations postérieures, le membre se met en attitude vicieuse, en adduction, A2D, adduction, rotation interne. La luxation est antérieure, le membre se met en abduction, ABD, abduction, rotation externe, adduction, rotation interne postérieure, abduction, rotation interne antérieure. Dans les luxations hautes, le membre se met en extension. Dans les luxations basses, le membre se met en flexion. Pourquoi en flexion? Parce que le membre, dans les luxations basses, le membre a tendance à s'allonger et donc le patient met une flexion réflexe du membre inférieur pour essayer de détendre le sciatique, pour essayer de limiter un petit peu la douleur. Alors, l'examen clinique, bien sûr, un bilan général est indispensable dans le cadre de ce traumatisme violent, donc à la recherche des signes des signes cliniques en rapport avec une lésion qui peut engager le pronostic vital immédiat. Donc, c'est l'examen clinique du polytraumatisé. Et puis, un examen loco-régional à la recherche de complications immédiates, vasculaires, nerveuses ou urinaires, donc, en rapport avec la violence du traumatisme. Les examens complémentaires. Donc, après avoir pris en charge le patient sur le plan réanimation, parce qu'il s'agit souvent d'un polytraumatisé, donc le malade doit être réanimé, stabilisé et accompagné à la radio, et on pourra demander les radiographies nécessaires en ce qui concerne la hanche, donc radiographie du bassin, de la hanche, radiographie du thorax, du rachis cervical, du crâne et tout autre examen radiographique en fonction de la symptomatologie clinique. Donc, en ce qui concerne la hanche, on demandera une radiographie du bassin de face, de la hanche traumatisée de face, les 3/4 alaires et obturateurs à la recherche de lésions cotyloïdes. Ce bilan radiologique permet de confirmer le diagnostic, de préciser le siège de la luxation, mais surtout de rechercher les lésions osseuses associées. Donc voilà un petit peu l'incidence de 3/4 obturateur. Vous voyez, le blessé se met en position 3/4 sur la hanche saine. Vous voyez le rayon directeur, les rayons X, sur la hanche traumatisée. Et donc sur la radio, on voit l'aile iliaque de profil et on voit le obturateur de face. Pour l'incidence de 3/4 à l'air, le blessé se met en position 3/4 sur la hanche blessée. Et on voit l'aile iliaque, ça c'est l'incidence de 3/4 à l'air. On voit l'aile iliaque de face et le trou obturateur de profil. Donc, sur cette radio, on apprécie également le cintre cervico-obturateur. C'est un cintre que fait le col du fémur avec le bord inférieur de la branche ilio-pubienne. Donc, sur une radiographie, voilà ce qu'on peut voir pour une luxation postérieure de la hanche. Donc, on voit que le cotyle est déshabité, une sphéricité de la tête qui est respectée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fracture du cotyle. Tous les éléments du cotyle sont respectés, il n'y a pas de fracture du cotyle. Là, le petit trochanter est effacé, cela sous-entend que le membre inférieur est en rotation interne. On voit le grand trochanter. Voici une radiographie de face pour une luxation antérieure de la hanche. Ici, c'est une luxation bilatérale postérieure de la hanche, donc c'est rare, mais on peut retrouver ce type de lésion. Donc, vous voyez que les deux cotyles sont déshabités. Donc aussi, les patients qui ont une arthroplastie totale ou partielle de la hanche peuvent également faire l'objet d'une luxation de la hanche, et ce qu'on appelle les luxations
sur prothèse ou les luxations prothétiques. Donc, vous voyez que la tête métallique n'est plus en face du cotyle. Ici, c'est une prothèse totale de hanche qui est luxée. Donc, la radiographie permet aussi de diagnostiquer les lésions osseuses, comme ici, fracture du cotyle ou bien fracture de la tête fémorale. Donc, le traitement, c'est une lésion qui impose une prise en charge urgente. Donc, la réduction s'impose en urgence. Elle a pour but, donc ce traitement a pour but une réduction en urgence afin de réduire au minimum le risque d'ostéonécrose de la tête fémorale, une reconstitution des surfaces articulaires, savoir surtout cotyloïdienne et céphalique de la tête. Et ce traitement doit nous permettre une mobilisation précoce afin d'éviter les raideurs. Donc, le premier geste à faire, donc en moyen thérapeutique, on a la réduction orthopédique par manœuvre externe. Cette réduction doit se faire au bloc opératoire, sous anesthésie générale et en urgence. Donc, en ce qui concerne les luxations postérieures qui sont les plus fréquentes, elle se fait en flexion, donc en flexion et progressivement. La réduction nécessite parfois beaucoup de force sur un blessé couché à même le sol, sur un matelas. Le genou, donc vous voyez, le genou est fléchi et les mains de l'opérateur en paume, l'extrémité supérieure du tibia, donc prennent appui sur l'extrémité supérieure du tibia, pendant qu'un aide, par exemple ici, qu'un aide maintient le bassin contre le sol. Donc un claquement audible et un ressaut perceptible signent la réduction de la luxation. Parfois, ce claquement est moins frappant lorsqu'il y a association à une fracture du cotyle avec la luxation de la tête fémorale. Après la réduction, l'appui est interdit sur le membre pendant 1 à 2 mois afin de diminuer l'incidence de la nécrose de la tête fémorale. La vitalité de la tête peut être surveillée en scintigraphie osseuse ou bien par IRM. La surveillance de la survenue d'une nécrose durera 2 à 5 ans et on espère ainsi réduire le risque de complications en installant une traction pendant 4 semaines. Le risque de nécrose diminue beaucoup avec la précocité de la réduction. Il est d'environ 10% des cas, mais peut aller jusqu'à 50% des cas si la réduction est faite au-delà de 24 heures. La même chose pour les luxations antérieures, c'est le mouvement inverse, donc c'est une traction en flexion et abduction. Donc la réduction chirurgicale, deuxièmement, elle est indiquée lorsqu'il n'y a pas de possibilité de réduction orthopédique. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il est possible, il faut tenter la réduction orthopédique par manœuvre externe. Mais parfois, on n'arrive pas à réduire la hanche et là, on est obligé de faire une réduction chirurgicale. Et donc, c'est rare, mais on ne peut pas laisser le malade luxer. Donc, elle est indiquée lorsqu'il n'y a pas de possibilité de réduction orthopédique ou bien lorsqu'il y a une fracture associée à fixer. Donc, lorsqu'il y a une fracture du rebord cotyloïdien ou bien du cotyle, donc cette fixation se fait par voie postérieure, ou bien une fracture de la tête fémorale, et là, l'abord se fait par voie antérieure. Alors, la vascularisation de la tête fémorale est très précaire et elle est menacée dans les luxations à cause de la lésion des artères circonflexes postérieures principalement. Le risque vasculaire justifie une réduction en urgence pour limiter l'incidence de la nécrose céphalique secondaire. Le risque de nécrose céphalique est encore plus important après la chirurgie et la surveillance de la vascularisation de la tête par scintigraphie osseuse ou IRM est conseillée, ce qui peut faire différer la reprise de l'appui. Après la phase de repos, la rééducation permettra de diminuer le risque d'enraidissement articulaire. Donc ici, je vous montre un petit peu l'aspect radiologique en radiographie standard de la nécrose de la tête fémorale. Et là, c'est une vue anatomique après, donc, dans le cadre d'une chirurgie arthroplastique, parce qu'on a enlevé la tête dans le cadre du remplacement articulaire. Donc, quels sont les moyens thérapeutiques chirurgicaux? Donc, on a la réduction anatomique qui
permet, c'est-à-dire les avantages de la chirurgie. La réduction est anatomique et se fait sous contrôle de la vue. Bien sûr, on doit faire une arthrotomie. Qui dit arthrotomie, donc ouverture de la capsule articulaire, et on risque encore de blesser ou d'aggraver les lésions des vaisseaux métaphysaires. Comme vous avez vu, c'est des vaisseaux qui cheminent, qui prennent comme lit la capsule articulaire. Cet apport chirurgical permet un contrôle intra-articulaire. Il permet de lever toutes les incarcérations et les impactions cartilagineuses. Donc maintenant, les indications. La réduction orthopédique par manœuvre externe doit être faite dans tous les cas, suivie d'un contrôle radiologique, sauf pour les fractures de la tête fémorale. Lorsqu'on a une luxation associée à une fracture de la tête fémorale, on doit d'abord ostéosynthéser la tête fémorale et puis réduire la hanche secondairement. Le délai de prise en charge ne doit pas dépasser les 6 heures afin d'éviter la survenue d'ostéonécrose de la tête fémorale. Le traitement orthopédique sera réservé dans les luxations parfaitement réduites, dans les fractures non déplacées, c'est-à-dire on a une luxation associée à une fracture qui n'est pas déplacée, dans certaines fractures déplacées à congruence conservée, c'est-à-dire on a une forme respectée du cotyle et on a une congruence respectée, c'est-à-dire la tête garde, la tête est grossièrement en face du cotyle d'une manière concentrique. Et on n'a pas d'altération des surfaces portantes, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment une atteinte importante des surfaces portantes que sont le cotyle et la tête fémorale. Le traitement chirurgical sera réservé ou sera indiqué en cas d'irréductibilité, incoercibilité, c'est-à-dire en cas d'incoercibilité, ça veut dire qu'on arrive à réduire et la tête ne reste pas en place, c'est-à-dire qu'elle se reluxe spontanément, en cas de fracture de la paroi postérieure ou en cas de fracture de la tête fémorale. Donc, ces trois situations, on peut être amené à d'emblée proposer le traitement chirurgical. L'évolution maintenant, elle est le plus souvent favorable si la luxation est pure, réduite tôt chez un sujet jeune et correctement rééduqué. Mais certaines complications, une surveillance prolongée s'impose afin d'affirmer l'absence de séquelles, donc tous les 3 mois durant la première année, tous les 6 mois durant la deuxième année, et puis tous les ans jusqu'à 5 ans. Les complications qui peuvent survenir, donc les complications immédiates générales qui sont du fait du traumatisme, on a l'état de choc, les traumatismes associés, les décompensations de tare. Les complications immédiates loco-régionales, ça peut être nerveuse, vasculaire, urinaire, osseuse, l'irréductibilité, l'incoercibilité, donc tous ces, on les a détaillés précédemment. Les complications secondaires, les complications thromboemboliques, donc du fait de l'alisement, hein, ces complications doivent être prévenues par un traitement anticoagulant. Les complications tardives, donc ce sont l'ostéonécrose de la tête fémorale, la coxarthrose post-traumatique et les ossifications périarticulaires. Donc, vous voyez ici une ostéonécrose avec une coxarthrose, vous voyez un effacement total de l'interline articulaire. Ici aussi une coxarthrose, donc avec ces ossifications périarticulaires, donc c'est une hanche qui est pratiquement bloquée. Alors en conclusion, la luxation traumatique de la hanche est une urgence dont seule une prise en charge précoce peut garantir un avenir fonctionnel de la hanche et qui sera menacé à chaque retard diagnostique et donc thérapeutique d'ostéonécrose, de la tête fémorale et de coxarthrose. Voilà, je vous remercie pour votre attention et au prochain cours.